Bonsoir à tous, bienvenue dans le débat politique, votre grand débat du mardi soir. À quelques mois de la présidentielle 2025, une question majeure se pose. Comment garantir un scrutin apaisé? Un scrutin sans violence dans un contexte politique souvent marqué par des tensions. Si le rôle des institutions est essentiel, celui de la société civile l'est tout autant. Acteurs de médiation, d'alerte et de sensibilisation, les organisations de la société civile ont souvent joué un rôle clé dans la prévention des crises socio-politiques. Mais quelles sont les actions concrètes? Et surtout, quel peut être leur engagement pour assurer une élection sans violence en 2025? Pour en débattre, nous recevons ce soir Dr Marie-Paule Kodjo, vice-présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Diaby. Ensuite, je vais vous présenter Dr Kwame Christophe. Il est le président de Civis Côte d'Ivoire, collectif des organisations de la société civile pour la veille et l'impact social. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Hamza. D'accord, merci d'être avec nous ce soir. Yves Conan est aussi avec nous. Yves Conan vient du WANEP. Il est responsable du programme Alerte précoce et prévention des conflits. Bonsoir, Hamza. Bonsoir, M. Conan. WANEP, c'est donc le réseau, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Exactement, pour l'édification de la paix. En anglais, c'est West African Network for Peace Building. Thank you. Et puis, nous aurons Boniface Boyou. Bonsoir, M. Boyou. M. Boyou est le président de l'ACELCI, l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Nous aurons également cette tablette que vous voyez avec moi, que j'ai entre les mains. Et je vais recueillir donc vos questions que vous allez nous envoyer par QR code, des questions donc auxquelles vont répondre nos invités sur place. Et puis, on aura des éléments factuels de nos reporters qui sont descendus sur les terrains, des éléments donc pour enrichir notre discussion. Le débat politique, c'est maintenant. Et on va démarrer tout de suite avec ce reportage d'Ahmed Traoré. Il essaie de décrire pour nous quelques activités des organisations de la société civile. Selon notre reporter, la sensibilisation est une de vos armes, chers acteurs de la société civile, une de vos armes pour assurer donc une période électorale sans tension. On regarde. Les acteurs de la société civile jouent un rôle déterminant dans les initiatives et programmes visant à promouvoir la paix et la sécurité au sein de la société. Les organisations de la société civile ivoirienne essaient au mieux d'influencer la nouvelle conceptualisation de la sécurité axée en grande partie sur les populations. Une détermination à jouer un rôle de premier plan pour la stabilité du pays. Nous menons des actions depuis 2020, au nombre desquelles nous pouvons citer des campagnes de sensibilisation pour l'élection présidentielle de 2020 et des campagnes de sensibilisation pour des élections législatives de mars 2021. Au cours de cette élection législative, nous avons aussi déployé des observateurs CODEL dans 4 régions du pays. Et toujours au nombre de nos actions, nous avons fait des campagnes de sensibilisation pour les élections couplées, c'est-à-dire les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Et également, au cours de l'élection, nous avons déployé des observateurs. Et je précise également que, à cette occasion, nous avons soumis une charte de non-violence à la signature des responsables de jeunesse politique et également aux différents candidats dans certaines localités. Le nouveau cadre juridique est aussi un facteur intégré par ces organisations. Quand on prend l'article 6 nous dit que la liste électorale doit être révisée annuellement. Cependant, la liste ne précise pas à quelle date, dans quel mois, elle doit être révisée. Réviser la liste électorale chaque année, dans la pratique, ce n'est pas quelque chose aisé. Nous nous posons la question, ne serait-il pas mieux que les législateurs réfléchissent sur la possibilité de réviser cette liste chaque 2 ans? Ça, c'est une question que nous soumettons à l'appréciation de tous. Et pour nous, si éventuellement c'est une bonne idée, cela va permettre de décharger un peu la CEI. Et deuxièmement, ça pourrait réduire le budget de fonctionnement de la CEI
et par conséquent celui du budget de l'État. La société civile ivoirienne est un maillon essentiel dans la consolidation de la paix. Elle s'assigne pour mission la protection des populations, et ce, à travers des plaidoyers pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Alors, je vais vous demander, chers acteurs, chers invités, est-ce que vous partagez déjà l'avis de votre collègue d'une autre organisation de la société civile? Mais je vais vous donner un tour de parole de 2 minutes à chacun, parce que vous voyez, la présidentielle 2025 suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les populations. Comment vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment vous analysez le climat actuel qu'on vit? Monsieur Wanep, Monsieur Konan. Ok, merci beaucoup, Monsieur Hamza Diaby, pour la lucane que vous nous donnez à notre organisation de pouvoir nous exprimer sur les élections présidentielles d'octobre 2025. Il faut dire que le contexte qui prévaut actuellement est un peu plus ou moins tendu, raison pour laquelle la société civile est mobilisée pour pouvoir avoir des élections apaisées sans violence. D'accord. Docteur Kwame. Déjà, merci à la RTI et merci à vous de nous donner la parole. Les violences électorales, il faut le dire tout net, ne sont pas une fatalité. Plusieurs études ont montré un certain nombre de causes qu'on peut citer et ces causes-là, c'est là-dessus que nous, depuis 2021, nous travaillons. Une des causes, c'est les conflits politiques et les rivalités ethniques, les problèmes de gouvernance, les exclusions politiques, les antécédents de violence, les manipulations du processus électoral, les révisions constitutionnelles et le rôle des acteurs externes que souvent on oublie. Quand on a dit ça, nous, en tant qu'organisation et groupe d'organisation, nous essayons d'agir depuis 2021 sur quelques points de gouvernance. À la réalité, nous avons écrit le 15 septembre 2021 à la CEI pour lui demander au titre de l'article 6 et 11 que notre collègue a dit tout à l'heure, que la CEI révise la liste électorale. Le 29, la CEI nous a reçus et le représentant du président nous a dit qu'il ne pourrait réviser la liste qu'en 2022, ce qui s'est fait. Donc, ce point ayant été résolu, nous avons écrit à toutes les parties prenantes qui interviennent. Parce que là encore, on a fait un brainstorming. Quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, il y a une liste d'institutions nationales, régionales et internationales qui interviennent. Donc nous sommes allés vers ces institutions avec un document de plaidoyer leur montrant la nécessité de réviser la liste électorale toutes les années qui vont se passer jusqu'en 2025. Ces institutions sont classées en 4 ou 5 groupes. Il y a l'État et ses institutions, il y a les partis politiques de l'opposition, il y a les religieux qui aujourd'hui s'expriment, tant mieux, il y a l'Union européenne et tout le monde. La liste est là, 11 institutions seulement nous ont reçus. Ce n'est pas bien grave que les autres prennent en retard. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est là qu'on devait mettre le plein pot sur les élections 2025. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous, si vous me posez la question, nous pensons qu'il est temps qu'un des éléments clés que souvent nous tous on oublie, c'est le projet de société. J'y reviendrai, mais je vous donne l'information que c'est un élément clé qui permet de pacifier la vie publique. Le projet de société des politiques et des candidats. Voilà, qui est un élément clé pour pacifier la vie publique. Mais on n'y est pas encore. La campagne, on ne peut pas dévoiler les projets de société alors que les tensions sont déjà perceptibles. Non, je vous donne une information là-dessus. Aujourd'hui, nous avons fait le monitoring sur les appels à la xénophobie, par exemple, sur les noms d'oiseaux qu'on donne aux uns et aux autres. Imaginez simplement qu'un candidat parle de l'accès à l'éducation, de la lutte contre la corruption, tout ce que vous voulez. Dès que le candidat a affirmé cela, l'autre candidat intervient sur le projet de société. Et quand les candidats font la campagne avec le projet de société à l'intérieur, on oublie les idiomes identitaires, on oublie les camps, on oublie les origines ethniques et tout le reste. L'idéal ici, vous voyez, c'est qu'une campagne, un candidat, un parti politique vient sur la place publique pour avoir le pouvoir. Et quand il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? C'est les besoins des populations. C'est faire avancer le pays. Donc vous voyez qu'il est même tard, je dirais, qu'on n'ait pas encore publié les projets de société. On ne devrait pas attendre la campagne. Aujourd'hui, le bilan actuel du pays actuel
à des indicateurs connus de tous. Donc si aujourd'hui, ou depuis l'année passée, ou depuis 2022, je suis candidat, je dois pouvoir aujourd'hui dire aux populations, si je suis élu, voilà ce que je vais faire. Et c'est ce que la population attend. Donc pour vous, les candidats qui ne sont même pas encore connus, oui. Mais il faut quand même que des projets de société soient présentés. Et c'est parce que ce n'est pas présenté qu'on assiste à ces tensions. Ça fait partie d'une des clés des études publiées dans d'autres pays qui ont permis d'apaiser le climat social. D'accord. Docteur Kodjo. Déjà, comme mes prédécesseurs, merci à la Direction générale de la RTI d'avoir associé le Conseil national des droits de l'homme à ce débat. Sur la question, à savoir l'analyse du climat politique au cours de ce processus électoral, à 7 mois des élections, je dirais que c'est une élection... 7 mois, vraiment, jour pour jour. Jour pour jour. Hein. Nous sommes le 25 C'est une élection à défi. Et c'est une élection à défi qui suscite à la fois la passion au niveau des acteurs politiques et l'inquiétude aussi au niveau des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Même ceux de la diaspora sont inquiets pour leur pays. Nous, au niveau du CNDH et le Conseil national des droits de l'homme, nous avons l'habitude de monitorer toutes les violations des droits de l'homme en période électorale. Et nous avons la chance d'avoir dans notre composition 31 commissions régionales des droits de l'homme. Ça veut dire que dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, nous avons 31 bureaux composés de présidents, de 81 officiers des droits de l'homme qui reçoivent en permanence les populations. Et nous avons donc les retours assez rapidement, pour ne pas dire en temps réel. Et les retours que nous avons, les populations ont quand même peur. Les populations ont quand même peur. Donc, je voulais simplement dire qu'au cours de cet échange que j'espère constructif, le message que le CNDH, par ma voix, veut véhiculer, c'est le respect des droits de l'homme, en lien avec l'élection du président. C'est ce que je voudrais faire véhiculer, parce que nous voulons qu'on mette au cœur de cette élection le respect des droits de l'homme, le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. C'est ce message que le CNDH veut véhiculer. D'accord, et on vous attend là-dessus. Et Monsieur Boyou, Boniface Boyou. Merci. Nous voulons remercier à notre tour la Direction générale de la RTI de nous permettre de nous adresser aux populations ivoiriennes. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes en période de carême. Le carême musulman, le carême chrétien. Que le Saint-Esprit illumine ce plateau pour rendre agréable nos échanges aux yeux de ceux qui nous regardent. Ceci étant, la Côte d'Ivoire entame un nouveau cycle électoral. Le nouveau cycle électoral commence par l'élection du président de la République bientôt, le 25 octobre 2025. Et ça suscite déjà des passions. Il y a plusieurs élections en Côte d'Ivoire. Il y a l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il y a l'élection des conseillers municipaux régionaux. Mais pourquoi c'est l'élection du président de la République qui suscite assez de passions? Pas uniquement, hein. On a déjà assisté à des tensions terribles pendant les élections locales aussi. Bien. Maintenant, nous, en tant que société civile, vous savez qu'il y a une nouvelle ordonnance. Il y a une nouvelle ordonnance, l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024, qui a donc clarifié la société civile. Il y a donc les associations, il y a les fondations, il y a les ONG et il y a donc les organisations culturelles. Et donc, sur ce plateau, nous, on a pensé qu'en dehors des ONG et des associations, on aurait eu également aussi des organisations culturelles, les religieux, de telle sorte qu'on pourrait ensemble débattre comment chaque section, à son niveau, est sur le terrain pour des élections apaisées. En ce qui concerne ACELCI, ACELCI est l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation de la société civile. Elle a régulièrement son accréditation avec la CEI pour mener des campagnes de sensibilisation apaisées des populations, tant
au niveau de l'élection du président de la République que les autres élections, qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Nous avons participé à la RLE de 2020, la RLE de 2022 et récemment la RLE de 2024-2025, parce que vous savez que pour la révision de la liste électorale dernière, la CEI a avancé donc le délai et la date qu'on appelle ça, de naissance donc des électeurs. Merci, M. Boyou. La question, c'était comment vous analysiez le climat actuel à quelques mois du scrutin. Pour répondre à votre question, l'environnement politique, l'environnement électoral à Côte d'Ivoire actuellement est tendu. La population est apeurée. Et comment il faut faire pour amoindrir? C'est pour ça qu'on est là. Vous allez nous donner les recettes tout à l'heure. Et justement, votre collègue de la CADEL a proposé une solution. Il a parlé de proposition de révision de la liste électorale sur 2 ans, tous les 2 ans. J'avais demandé votre avis là-dessus. Docteur Kwame. Bien, moi, je voudrais dire que tous les 2 ans, la révision, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème des violences électorales dont nous sommes venus parler pour trouver des solutions dans 6 mois, c'est ça, 6 mois ou 7 mois? 7 mois. Je les ai égrenées, les causes. Maintenant, les réponses, si vous voulez, avec ce que nous voyons, les réponses sont de l'ordre d'institutions comme les organisations de la société civile. Par exemple, l'autre l'a dit, il faut descendre sur le terrain. Il faut aller dans les hameaux. Civis Côte d'Ivoire, la Garde citoyenne et d'autres ONG ont commencé depuis 2021. Et pour 2025, nous avons déjà fait Yamoussoukro, nous avons déjà fait Tabo, nous allons à Bassam, à Boisseau, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? C'est ça la question. Nous avons vu la CEI, nous avons pris avec la CEI une centaine de codes électoraux, documents, et de la Constitution ivoirienne. Parce que je vous ai cité tout à l'heure les causes des violences électorales qui sont connues, qui sont documentées, qui ont été déjà publiées par des chercheurs. Là-dedans, le plus gros élément qui fait qu'il y a des crises, c'est le manque de connaissance du processus, le manque de connaissance des recours, le processus lui-même et les recours. Je vous donne 2 exemples pour que vous compreniez. Pour certains bureaux de vote, par exemple, vous avez des articles spécifiques du Code électoral qui permettent aux derniers votants, par exemple, de rester pour dépouiller, pour suivre le dépouillement. Cet élément est souvent au centre des crises quand il y a des élections. Soit c'est les votants qui ne le savent pas, soit c'est la sécurité qui ne le sait pas, soit c'est les membres du bureau qui ne le savent pas. Depuis que nous avons sorti cet élément, nous avons déjà, avec le ministère de l'Intérieur à Yamoussoukro, étudié, travaillé autour de cet élément de savoir. C'est pour cela que notre campagne est nommée Caravane d'éducation civique et électorale, élection apaisée par le savoir. Donc, premièrement, éducation des droits et des devoirs des citoyens, discussion avec toutes les parties prenantes. Je dis bien toutes les parties prenantes, que ce soit les religieux, que ce soit les institutions publiques. Et nous faisons le tour. Si aujourd'hui vous appelez les ministères concernés qui sont parties prenantes, vous pourrez leur demander le nombre de courriers que nous avons déposés. Le CNDH est là. Nous sommes régulièrement sur le terrain en train de discuter. Et justement, vous militez pour une participation citoyenne active. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens aujourd'hui sont suffisamment impliqués encore dans le processus électoral? Les citoyens sont impliqués dans le retour de la crainte, mais ils ne sont pas engagés par la connaissance. Ce qui manque aujourd'hui, et je le redis, c'est la connaissance du processus et des règles réglementaires. Et des recours. Et des recours. Parce que regardez la dernière élection qui s'est passée. Je suis désolé de le dire, une femme préfet est allée battre campagne, elle a été relevée de ses fonctions. Par exemple, pendant la campagne, par exemple, qui va se passer, aucune personnalité n'a le droit, avec le véhicule D, à faire campagne. Aucun homme armé, par exemple, ne peut venir s'incruster dans le bureau de vote. Ainsi de suite, il y a tellement de règles. Et aujourd'hui, ce qui manque pour les 7 mois,
c'est de diffuser le code électoral, c'est de diffuser les recours possibles, c'est de diffuser tout ce qui se passe dans les bureaux pour que, en retour, chaque citoyen aujourd'hui ait comme arme, je dis bien, je mesure mes mots, comme arme le code électoral pour se faire valoir ses droits civiques devant toute personne. Est-ce que vos actions, les actions que vous menez ont permis déjà d'éviter des dérapages? Je vous donne 2 exemples que nous avons vécus à Divo. Et la CEI, Dieu merci, la CEI est témoin. Lors d'une élection, le bureau de vote était fermé. Qui les protagonistes s'appellent? C'est Civis. Parce que pour la simple raison que la dernière réunion de la CEI avait été mal comprise à Divo. Civis Côte d'Ivoire a donné information aux protagonistes et Civis Côte d'Ivoire a appelé immédiatement, parce qu'à la veille des élections, nous ouvrons un bureau 24 heures sur 24 que nous appellerons le Conflict Room. Et donc, à 11 heures, la CEI a fait une publication que nous avions déjà fait sur notre profil Facebook et WhatsApp pour corriger l'erreur, la crise. Donc, les éléments sont là, disponibles. Voilà au moins un élément précis. C'est-à-dire que nous ne nous arrêtons pas à nos campagnes. Nous travaillons en collaboration avec les autorités publiques et des lignes directes ont permis de 9h, 8h à l'ouverture du bureau jusqu'à 11h que la CEI publie une note pour confirmer ce que nous avons dit. Monsieur Konan, quel rôle concret vous jouez pour anticiper, pour désamorcer tout ce qui peut arriver comme tension? Il faut, je vais rappeler que le ONEP déjà est un réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Nous sommes implémentés dans les 15 États de la CEDEAO et au niveau régional, nous comptons aujourd'hui plus de 900 organisations de la société civile et au niveau national, plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile. Il faut dire que ONEP, Côte d'Ivoire, pour ces élections, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous avons un projet axé sur les élections dénommées suivi, analyse et atténuation des risques de violence électorale. Donc, dans le cadre de ce projet, une série d'activités est prévue, mais il faut retenir que ce projet s'articule autour de 2 objectifs majeurs. Déjà, le premier objectif qu'on retient de ce projet, c'est d'opérationnaliser les mécanismes d'alerte précoce et d'analyse des risques de menaces ou encore des risques de menaces à la démocratie, mais aussi mener ou encore soutenir des œuvres d'activités spécifiques afin d'atténuer les risques de violence électorale ou encore des menaces à la démocratie. Donc, les activités que nous allons mener au cours de ce projet va vraiment rentrer dans le cadre de ces 2 objectifs principaux que je viens de énumérer. Et déjà, nous avons emboîté le pas pour ces élections à travers l'élaboration d'une cartographie des zones chaudes, puisque pour pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain, il faut faire une cartographie des zones chaudes. Quelles sont ces zones-là, ces zones chaudes-là déjà à peu près? Au niveau, quelles sont les zones qui semblent être chaudes? Pour les zones qui sont chaudes, il faut dire que la cartographie a fait ressortir déjà 18 localités à risque très élevé qui prend un score un score plus de 60% à plus. C'est-à-dire il y a la localité de Dabou, la localité de Daoukro, Bonois qui figurent dans les zones à risque très élevé. Nous avons 25 localités à risque élevé avec un score de 45% à 59%. Et 205 localités à risque moyen avec un score de 20% à 44% et 268 localités à risque bas. Il faut dire que le ONEP a procédé à l'évaluation de 518 sous-préfectures et communes. Donc, pour nous, pour pouvoir mener des actions, c'était vraiment intéressant pour nous de faire la cartographie de ces zones-là qui vont orienter nos champs d'action. Et il faut aussi souligner que dans le cadre de ce projet, le ONEP a déjà déployé 25 moniteurs pour l'observation des violences électorales sur la base de la cartographie. Nous avons déployé ces 25 moniteurs, ils ont été formés durant 2 jours sur les indicateurs de risque de violence électorale. Vous voyez que nous sommes toujours dans l'anticipation. Voilà, et l'alerte précoce. Donc pour nous, on anticipe déjà à travers le déploiement
de nos moniteurs. Et nous, on adaptons nos systèmes d'alerte précoce au contexte électoral. Et d'ailleurs, un système a été mis en ligne qui va permettre aux moniteurs que nous avons déployés dans les 25 localités pour la collecte de données. Et ces données seront l'objet d'une analyse. Et dans ce même volet, le ONEP a mis en place un groupe national de réponse. Et ce groupe national de réponse est constitué de 10 organisations de la société civile et de 10 instituts techniques qui seront amenés à porter, analyser et apporter des réponses sur le terrain. D'accord. Docteur Kodjo, c'est quoi les principaux signaux d'alerte que vous observez en ce moment concernant les risques je voulais un peu de violence quand même mon frère Christophe, oui. Parce que quand il dit que c'est le fait de ne pas connaître les recours seulement, mais justement, moi, je voulais parler des signaux d'alerte. Quand les prises de parole publiques par certains acteurs politiques majeurs qui sont relayés par les réseaux sociaux et par les médias, pour nous, c'est des alertes. Quand on a aussi la persistance des désaccords des partis ou groupements politiques entre eux-mêmes ou avec, comment on appelle ça, l'organe de gestion des élections, c'est une alerte. C'est une alerte. Ce qui fait que le CNDH a mis un mécanisme central pour, à l'instar de Civisme, à l'instar de toutes les structures. Déjà, nous, l'avantage qu'on a quand même, il faut le dire, c'est que notre maillage est déjà fait. Nous avons dans les 31 régions, nous avons nos commissions régionales. Et qu'est-ce que ces commissions régionales ont recueilli comme signaux d'alerte? Alors justement, ces commissions régionales, ce qu'on a fait de formidable et de très efficace, c'est que nous avons mis en place des mécanismes. On appelle des mécanismes, c'est un espace où les populations viennent avec il y a différents thèmes, on leur propose différents thèmes. On a le mécanisme des partis politiques et quand on le fait à Abidjan, c'est-à-dire à la centrale, au CNDH, c'est dupliqué dans les 31 régions. Donc on reçoit des jeunes de différents partis politiques, par exemple, ça c'est le mécanisme parti politique, on a le mécanisme femmes, on a le mécanisme... Ce qui permet d'avoir leur ressenti, d'avoir leurs recommandations. Et on en tient compte. À côté de ça, nous avons aussi l'Observatoire du respect des droits de l'homme dans les processus électoraux. Et comme le disait Monsieur Conan, ce mécanisme dispose chez nous aussi de 3 composantes. Nous avons la sensibilisation, bien sûr, puisqu'on est sur le terrain, on a voulu être au plus près des populations. Et nous sensibilisons les populations, nous leur expliquons leurs droits. Parce que qui dit élection dit droit de l'homme, c'est d'une évidence. Et pour des élections apaisées, respectueuses surtout des droits de l'homme. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Et on le fait en amont, pendant et après, évidemment. D'accord. Et la composante alerte précoce aussi, nous avons ce système-là. Ce système. Voilà. C'est des choses que vous faites presque tout le temps. Oui, tout à fait. Tout le temps. Et les résultats sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire, vous le faites, la sensibilisation, vous avez toujours des recommandations, le CNDH est toujours à l'œuvre, mais les tensions ne manquent pas à chaque fois que... Attention, c'est que par exemple, quand on fait dans notre système dont je vous parlais, l'Observatoire des droits de l'homme, c'est un mécanisme qui nous permet aussi, puisqu'on observe, d'avoir les incidents en temps réel. Et ces incidents, nous les partageons avec la CEI, qui, soit si c'est un incident qui a trait à des violations des droits de l'homme, automatiquement nous réagissons. Si ça a trait à quelque chose de technique que la CEI peut gérer, elle le fait. Donc nous, notre rôle, on met l'accent dans notre composante, observation, c'est les différentes phases du processus électoral qu'on observe. On a mis en tout presque 4000 observateurs avant, actuellement, et on en mettra pendant, et on en mettra après. Et ce que j'insiste sur le fait que nous faisons des cours, nous donnons des cours à qui le veut, on a énormément d'auditeurs qui viennent, justement pour se former. Et vous sentez des résultats. Vous pensez qu'avec tout ce que vous faites là, les tensions vont baisser et qu'il n'y aura pas de violence. On est une autorité administrative indépendante et on forme des ONG. On forme les ONG. Christophe vient souvent chez nous. Il vient même de faire des cours.
M. Boyou aussi, le WANEP carrément, on travaille en bonne intelligence parce que pour nous, c'est les organisations de la société civile qui doivent aller. Ça doit être les bras agissants de... Voilà. Mais justement, votre neutralité même est remise en question. Monsieur Boyou, la neutralité des organisations de la société civile, vous êtes inféodé à certains partis politiques. C'est à tort. Non, c'est à tort. C'est à tort que... Quelques-unes d'entre vous ne sont pas partiales, ne prennent pas parti. Non, non. Vous parlez pour tout le monde. Oui, non. D'accord. Parce que pour désamorcer l'environnement sociopolitique qu'on observe actuellement qui est tendu, nous, à celle-ci, nous préconisons que les acteurs politiques retournent au dialogue politique. Qu'ils retournent au dialogue politique. Parce que vous savez, M. Hamza, en 2022, le 4 mars 2022, quand nous avons signé les derniers accords du dialogue politique, ils se sont retrouvés et avec les recommandations qu'il y avait à l'intérieur, ils ont donc ouvert la CEI, la commission centrale de la CEI, pour aller désigner un représentant du PPACI qui n'y était pas, plus un autre représentant du RHDP. Nous, la population, les organisations de la société civile, quand nous voyons nos leaders politiques au cours des séances se retrouver et se donner des accolades, vous voyez, ça agit immédiatement sur la population. Parce que souvenez-vous, en 2019, ce qui s'est passé à Béoumi, c'était une guerre entre deux partis politiques qui a eu des ramifications au niveau des communautés. Et donc, à partir de cet instant-là, nous disons qu'il faut mettre balle à terre et que les leaders politiques se retrouvent au dialogue politique pour désamorcer l'environnement politique actuellement. De l'autre côté, en ce qui concerne les activités d'ACELCI, vous savez que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne luttons pas pour la prise du pouvoir d'État. Oui, vous l'avez dit, vous n'êtes pas un parti politique. Voilà. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous donnons les informations. Nous adressons des plaidoyers. Et actuellement, ACELCI est sur un gros projet qu'on appelle « Je valide mon bulletin de vote ». C'est un projet qui comprend à la fois et la sensibilisation, à la fois la manipulation technique du bulletin de vote, parce qu'on a constaté qu'il y a trop de bulletins nuls. Oui, d'accord. Ça, c'est pendant l'élection en elle-même. Est-ce que votre grand projet pourra nous éviter des tensions? Bien sûr, parce que nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Nous, de par notre travail, de par nos actions de sensibilisation et tout, nous avons été cooptés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. D'accord. Nous faisons partie du CPQS. Et avec le CPQS, qui a mis en place des délégations civilo-militaires, nous avons sillonné, et actuellement, il y a un projet qui court, nous allons sillonner près de 300 localités, 300 villes en Côte d'Ivoire pour porter le message de paix et de cohésion dans le cadre des élections apaisées. Avec tout ce à quoi on assiste là ces derniers temps, on a l'impression qu'on n'a tiré aucune leçon des élections passées. Bon, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Allez-y. Non, je voulais juste ajouter quelque chose. Quand je parlais de notre méthode de sensibilisation, alerte précoce et observation, nous, non seulement on fait des rapports, on documente le tout, et ça a tellement bien marché parce que ça a impacté qu'à l'heure où je vous parle, toutes ces actions ont permis au CNDH de bénéficier du programme élection de l'Union européenne, et qui est dénommé « Tous engagés pour des élections sans gbangban ». C'est dire que le système qu'on a pris maintenant est très impactant. Et l'Union européenne s'en est rendue compte et est venue vers nous. Et nous sommes donc dans ces élections sans gbangban et qu'on sensibilise en amont. Bien sûr. Et on va toujours en lien avec les droits de l'homme, évidemment. J'ai deux questions sur ma tablette. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on a l'impression que la société civile n'est plus crédible ? On voit les membres de la société civile inféodés aux partis politiques, qui d'ailleurs ne sont plus eux-mêmes crédibles. Bon, ça, on en a un peu parlé. La société civile pense-t-elle que les politiques sont vraiment à l'écoute de leurs recommandations? Oui et non. Oui, simplement parce que tout à l'heure, vous avez parlé des propos d'appel souvent à la xénophobie et tout. Face à cela, nous avons une ONG
qui fait un travail formidable, ONG Opinion Éclairée, qui vient de nous sortir d'un bourbier de fake news de France 24 et d'Amnesty International, publié. Et je félicite cette journaliste Delaure Nesmond avec qui nous travaillons. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour chaque problème précis, là, les journalistes ont fait du check, du fact-check, et ont publié que c'était du faux, alors que ça avait déjà atteint presque 10 000 vues. Les propos xénophobes purs avec DDH, Dignité TV de M. Latif, ancien de CNDH, oui. Nous avons monté une file de vidéos qu'on appelle carton rouge, carton jaune et carton vert. Donc dernièrement, le ministre, je ne vais pas le citer, la dame qui a parlé, vous allez voir que nous faisons au jour le jour du monitoring de la parole publique pour sanctionner. Quand je finis avec ça, je dis que ce que vous dites, je vous ai dit tout à l'heure, les violences électorales ne sont pas ex nihilo, ne sortent pas de nulle part. Ça a déjà été documenté. Et dans l'un des points, j'ai dit les antécédents de violence. Je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. Le problème majeur que nous vivons, que nous revivons comme un cycle de Sisyphe, est que l'impunité d'aujourd'hui fait le nid de l'infraction de demain. Combien d'ONG en Côte d'Ivoire n'ont pas porté plainte devant les juridictions compétentes de la déviation des hommes politiques? Combien d'organisations de la société civile n'ont pas porté de plainte? Alors, ce que je veux dire, c'est les limites de nos actions. Nous sommes dans une république. Et dans la république, il n'y a que 3 forces. Maintenant, avec la géopolitique, il y a une 4e force. Il y a le gouvernement, qui a la mainmise sur la gouvernance globale. Il y a le politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, et la société civile. Donc nous, la société civile, nous sommes limités au pouvoir que l'on nous donne. Quand nous avons fini de faire nos travaux, quand nous avons fini de faire nos rapports, nous sommes obligés de déposer la plainte dans la main du procureur de la République. Nous ne pouvons pas aller plus loin que cela. Or, l'un des points que tout le monde soulève ici, c'est les propos de violence des hommes politiques. Moi, tous les jeunes qui nous posent la question, hier c'était à Yamoussoukro, avant-hier c'était à Gagno, ils nous posent la même question. Est-ce que vous pensez que vous êtes crédible? Effectivement, il va falloir, après cette discussion, après ces élections que nous voulons apaiser, parce que nous serons sur le terrain et nous verrons, moi je suis presque sûr que la sagesse va visiter encore ce pays. C'est un pays béni. Si vous regardez bien de 2000 à 2010, la crise était à un paroxysme et il y a un article 48. Avec le dialogue politique, nous n'avons pas eu de problème, sauf que le problème est venu en post-électoral. Vous me suivez? Donc, pour nous ici, au-delà de tout ce que la société civile va faire sur le terrain, le défi majeur s'arrête à la porte des juridictions nationales. Les populations, elles ne savent pas trop quel rôle vous jouez exactement. Elles reprochent même à vos organisations certaines choses. Vous allez les entendre. Siaka Kone a tendu son micro à quelques personnes dans les rues d'Abidjan. Voici ce que ça donne. On ne voit pas les actions de la société civile sur la population en fait. Ils n'ont pas certainement des moyens pour sillonner dans tous les contrées du pays. Sûrement, ils font des actions, mais ils ne sont pas visibles sur l'ensemble du pays. Certains sont adossés à des partis politiques. Tout porte à croire même que la société civile ou bien les organisations n'existent que de nom. Par le passé, on les sentait un peu plus. Mais depuis un certain temps, je n'ai pas de preuves, mais peut-être que les personnes qui sont à la tête de ces organisations-là ont changé. Et si ces personnes ont changé, il y a de fortes chances que c'était peut-être ces personnes-là qui critiquaient par le passé, qu'aujourd'hui elles-mêmes se retrouvent à la tête. Et ayant été prises dans la mayonnaise, elles ne peuvent plus dénoncer ce qu'elles dénonçaient par le passé. La société civile doit se faire connaître véritablement, comme nous autres. Nous ne la connaissons pas, nous ne l'avons jamais rencontrée. Elle doit se faire connaître véritablement. Réaction après avoir entendu cela. C'est une gifle. Ouais, Ok. Bon, moi, si vous voulez... Bon, allez-y, okay, monsieur Conan. Entendre les intervenants,
Je dirais peut-être qu'ils n'ont pas vraiment plus ou moins une connaissance des actions de la société. Mais si personne n'a de connaissance de vos actions, est-ce que... Non, parce que la société civile mène de nombreuses actions. Mais qui ne sont pas vues. Qui sont pas vues, mais je dirais que nous sommes vus. Parce que si vous partez sur notre page, nous avons une page Facebook, LinkedIn, où nous publions nos différentes activités. Où on va dire que ce n'est pas assez. C'est peut-être ce qu'ils voilà, veulent. Il faut dire au niveau des actions que nous menons, déjà le Wana Côte d'Ivoire, nous n'attendons pas les élections pour pouvoir mener des actions sur le terrain. Et avant même les élections, je crois bien en 2024, nous avons mené une série de formations à l'endroit des leaders communautaires de jeunesse dans 6 localités, à Agbon, Sinemontiali, Arikoka, Sassandra, Bondougou et Bouna. Vous voyez que pour nous, il est vraiment judicieux de renforcer les capacités de ces leaders communautaires dans la prévention et gestion des conflits, puisque ce sont sur ces acteurs que nous appuyons pour pouvoir apporter les réponses. Et répondre à la question que la société civile est inféodée. Non, la société civile n'est pas inféodée. La preuve en est que la WANEP n'est pas inféodée au parti politique. Non, c'est parce qu'il y a une crédibilité au niveau du WANEP, que WANEP a été toujours sollicité. Et je salue de passage ici la CEI. Nous sommes un partenaire privilégié. Nous menons des activités avec la CEI. Et c'est parce que nous menons des activités impactantes dans la communauté que WANEP est ancré dans le processus démocratique. Bien sûr. Et les zones rouges que vous avez citées tout à l'heure, qu'est-ce qui est prévu pour que la tension soit désamorcée? Pour les zones rouges que j'ai énumérées tout à l'heure, j'avais annoncé qu'il y a un groupe national de réponse qui a été mis en place. Et à travers le monitoring qui sera fait, le groupe de réponse se réunira chaque mois. D'ailleurs, la première réunion a été faite tous les mois dans ces zones-là, ou bien à Abidjan. D'accord. Les groupes de réponse au nombre de 20 vont se réunir pour discuter des actions à mener sur le terrain. Raison pour laquelle les DOSC présentes dans le groupe de réponse seront habilités à apporter des réponses sur le terrain. Et il y a des sous-subventions qui seront accordées à ces OSC-là pour pouvoir mener des actions. Et aussi, il faut souligner, pouvoir mieux orienter nos actions. Il y aura un sondage qui sera lancé bientôt sur la perception de la population sur les élections au niveau démocratique en Côte d'Ivoire. Mais sans le sondage, vous êtes tous déjà en train de dire que les populations sont apeurées. Les populations sont apeurées. Ce que je voulais... Docteur, les femmes d'abord. Ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, pour nous au niveau du CNDH, on considère que la société civile doit investir le terrain. Nous, déjà, on le fait à travers nos commissions régionales des droits de l'homme. Mais en 2020, par exemple, la présidente du CNDH a décidé qu'on aille visiter tous les leaders des partis politiques. Parce que, comme on le dit, c'est eux qui parlent. C'est ce qu'ils disent qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Ils vous ont écouté? Écoutez... vous pensez avoir été entendu avec la suite qu'on a connue? Mais ne pas y aller non plus. Ne pas y aller non plus, est-ce que c'est la solution? Et nous, on compte reprendre le bâton de pèlerin. Nous, on souhaite qu'ils respectent les droits de l'homme. Parce que quand les droits de l'homme sont respectés dans un processus électoral, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on matraque, on fait des formations, on fait de la sensibilisation, on va vers eux. Parce que voir les populations sans voir les leaders politiques, est-ce que vous pensez que ça va être impactant? Non, la question, j'ai envie de vous la poser. Vous l'avez déjà fait. Vous avez vu les populations et vous avez vu les dirigeants politiques, mais le résultat, on le connaît. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode? Est-ce qu'il ne faut pas en ajouter d'autres façons de faire? Est-ce que vos sociétés civiles... Tout le monde a souffert de la guerre, de la crise. C'est ça. C'est un exemple. Parce que vous me dites, oui, vous avez fait la même chose et puis finalement, on a eu la guerre. Mais vous pensez qu'à l'heure où on parle, les Ivoiriens ont envie de revivre, de se sentir des PDI dans leur propre pays? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens ont envie de voir leur maison brûler? Je pense que l'expérience va jouer pour nous. D'accord. Voilà. Allez-y. À ce propos, quand on parle de la crédibilité des OSC, j'ai dit que le peuple ivoirien a reconnu notre crédibilité en acceptant, en
n'acceptant de constitutionnaliser la société civile ivoirienne. La société civile, la Constitution, à son article 26, reconnaît la valeur des organisations de la société civile. Bien sûr, l'État reconnaît votre valeur. Une ordonnance a été prise il n'y a même pas longtemps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 qui définit l'organisation et le fonctionnement des OSC en Côte d'Ivoire. Elle encadre bien l'action, tout est marqué. Donc on sait bien que vous jouez un rôle, mais on est en train de dire que parmi vous, il y en a certaines, parmi les organisations là, il y en a certaines qui jouent peut-être le jeu des partis politiques. C'est ce qu'ils disent tous. Oui, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible, mais pas à celle-ci. Qui est donc l'association des électeurs de Côte d'Ivoire. Pas à celle-ci. Mais ce que je voulais relever, vous voyez, nous demandons à nos hommes politiques, à nos leaders, puisque c'est eux que les populations aiment beaucoup écouter, d'échanger des stratégies. Ils ne vous écoutent plus, vous? Non. Nous, on a l'impression que nos hommes politiques, quand on se retrouve dans des échanges, toutes nos propositions sont tout de suite rejetées. Les populations, elles ne vous écoutent pas? Elles ne vous écoutent plus? Elles écoutent les populations nous écoutent parce qu'au moins, elles pensent, ou bien, elles savent que nous avons la neutralité. D'accord. Voilà. Elles savent que nous avons la neutralité. Je vais vous donner un exemple tout plein. Tout simplement, quand nous sommes allés au dialogue politique, nous avons proposé la transhumance politique, que la transhumance politique soit supprimée, soit bannie. Tous les partis politiques, sans exception, ont rejeté la transhumance politique. Mais nous, en tant qu'électeurs... Monsieur Boyo, en quoi la transhumance politique est facteur de crise, de tension? Oui, parce que ça provoque une crise de confiance. Il y a des programmes de société qui sont mis en jeu pendant les campagnes électorales. Et nous, population, nous, électeurs, nous rejetons un programme donné. D'accord. Okay. Et vous êtes élu, au lieu de mettre en œuvre ton programme de société pour lequel tu es élu, tu te reverses dans le courant que nous avons rejeté. D'accord, ça c'est un tout autre sujet. Oui, quel engagement de la société civile pour des élections apaisées? C'est le second axe de notre débat de ce soir. Avant de donner la parole à vous, chers invités, vous nous avez fait le grand plaisir de venir sur notre plateau. On va suivre ce petit élément vidéo qui est tourné par Seydou Ouattara. Notre reporter est allé tendre son micro à un imam, à un prêtre et à un sociologue, leur demandant donc leur recette pour une période électorale sans violence. Il est important pour les musulmans de se rappeler de ces hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam qui dit, khiyarukum, le mieux parmi vous, c'est celui qui propage la paix. Et il nous dit que vous ne saurez jamais propager la paix entre vous sans que vous ne vous saluez à chaque instant. C'est cette salutation-là qui, à sa source, démontre la paix. Et donc, si cette paix est répandue entre nous, ça va nous aider afin que nous puissions nous rattacher encore à cette fraternité et à cette union. L'islam a toujours prôné la paix entre les hommes afin que les foyers aient de la paix, les écoles, les lieux de service, partout, et tout ce que nous faisons doit être accompagné par la paix. Telle est la vocation première de l'islam. Et donc, toute religion confondue, toute ethnie confondue, et toute race confondue, et comme l'islam même interdit la xénophobie. Et donc, à la source, l'islam c'est la paix, et la paix peut être créée déjà dans le cœur des gens, et pour pouvoir être prononcée dans les verbes, et être mise en pratique par tout le monde pour l'intérêt de toute la population. Les évêques ont écrit un livre qu'on appelle « Le chrétien face à la politique », où chaque chrétien baptisé, confirmé, engagé, est invité à participer positivement au jeu politique. L'Église interpelle chaque fidèle à participer politiquement, démocratiquement au jeu politique. À l'approche de chaque élection, les évêques de Côte d'Ivoire établissent, n'est-ce pas, des appels qu'on lit dans toutes les églises. Je pense que ces appels sont à venir, où dans chaque église, chaque dimanche, eh bien, les prêtres se disposeront à donner aux fidèles chrétiens, pas des indices pour aller voter un tel ou un tel, mais pour former l'homme chrétien.
à la paix et la démocratie, afin qu'il soit libre de toute interférence pour choisir son candidat. Nous sommes à moins de 8 mois des échéances électorales. Les sociologues doivent œuvrer au quotidien dans leur mission qui est une mission aussi de veille, une mission de suivi, une mission qui vise à analyser, décrypter les discours. Les discours ne doivent pas être haineux dans des contextes électoraux, et surtout les sociologues doivent former les citoyens, leur demander justement de désarmer leurs paroles empreintes de beaucoup de haine et faire en sorte que les fake news soient combattus. Et justement, les évêques ont fait une déclaration officielle. Ils appellent à une élection présidentielle 2025 juste, transparente et inclusive. Ils estiment que la réconciliation nationale reste incomplète et demandent l'ouverture du scrutin à tous les candidats pour éviter une crise sociale. Ils insistent sur la nécessité d'une CEI impartiale et transparente pour renforcer la confiance des citoyens. Ils exhortent aussi les acteurs politiques, vous l'avez dit, sur ce plateau, à privilégier le dialogue et à éviter toute manipulation qui pourrait provoquer des conflits. On parle tous de paix, tous la paix, mais personne, enfin, ou tout le monde ne fait pas ce qu'il faut pour que cette paix-là, justement, on puisse la consolider, elle puisse être effectivement là sans que les tensions n'existent. La RLE, par exemple, c'est un point de crispation entre les partis politiques. Alors vous, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre position sur la question? Au niveau, c'est vrai que la RLE fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le débat sur cette opération importante suscite beaucoup de passion de part et d'autre. Moi, personnellement, à titre personnel, je voudrais remarquer que cette question est assez sensible. Et je souhaite que cette préoccupation soit précisée dans une loi. Parce que je crois que c'est l'article 6, non? L'article 6, 6 et 11 qui parle d'une année, du code électoral, qui parle juste d'une année. C'est pendant l'année qu'on peut faire la RLE. Mais que ce n'est pas assez précis. C'est avant les élections ou c'est après les élections. S'il serait bon que cela soit précisé, qu'il y ait une réforme. Justement, le problème, il est là. Avant les élections, pas avant les élections. Vous, la société civile, qu'est-ce que vous dites? Tout à l'heure, elle a posé le problème effectivement de la révision de la liste électorale. Nous sommes allés un peu loin en demandant par écrit, une demande écrite, que la CEI fasse la révision de la liste électorale. Et pourquoi je dis que nous sommes allés loin? C'est que nous avons mis à contribution la responsabilité... Que la CEI fasse la révision de la liste électorale. Oui, nous l'avons demandé. Qui est en cours là, en ce moment ou... Non, pas pour cette année. Pour 2025. Non, pour 2021 jusqu'en 2022, nous l'avons demandé. Comme vous avez posé le problème... Allez-y. Voilà. Et je disais simplement que par rapport aux partis politiques, nous sommes allés jusqu'à caricaturer la RLE de 2022, où il n'y avait personne. C'est-à-dire que nous, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a la révision de la liste électorale, nous ne faisons que le monitoring. C'est-à-dire que nous faisons l'observation. Nous ne faisons pas la sensibilisation, parce que nous sommes plutôt dans la gouvernance, non. Et donc, quand nous avons monitoré en 2022 et que nous avons vu qu'il n'y avait pas d'engouement, nous avons pris un caricaturiste qui a dessiné M. Cuibier seul dans son bureau en train de chasser les mouches. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons dessiné tous les partis politiques, là, paix à son âme, M. Bédier vivait encore, Mme Gbagbo et tout. On les a placés quelque part en train de dormir. Et nous sommes allés loin. Nous avons écrit ce que vous appelez dans votre jargon une tribune pour titiller l'opposition politique, pour dire à l'opposition, nous sommes en 2022, il n'y a personne, il faut que vous venez. Maintenant, quant à la RLE en tant que loi, personnellement, je pense que le jeu politique précède d'une sociologie des personnes dans un espace donné. Le sociologue l'a dit. On a une compréhension particulière de la politique en Côte d'Ivoire et c'est là-dessus que nous devons travailler ensemble. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, on entend à gauche, pour les institutionnels, que le dialogue politique ne doit plus prévaloir. Or, à droite, les chercheurs disent jusqu'au dernier moment, une organisation
politique au sens humain de la chose ne peut que tenir compte de la majorité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un parti seul ou un groupement de partis au pouvoir, mais on a une grande majorité de l'opposition qui demande un dialogue politique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai invité la sagesse. On est dans un pays qui a pour le premier président le dialogue. Donc, M. Boyou l'a dit, je le redis, je pense qu'au-delà des lois, au-delà de la CEI, au-delà du président de la CEI en tant qu'institution, il faut faire appel maintenant à la sagesse, il faut faire appel à ce qui a fait la Côte d'Ivoire, qui existait avant nous et qui doit exister après nous, c'est-à-dire le dialogue politique. Et sur ce plan de la RLE, je pense qu'il faut laisser tout ce qu'il y a comme loi à côté et appeler vraiment à la sagesse que tout le monde se mette autour d'une table et en parle, ne serait-ce qu'une seule fois. Voilà un peu... La RLE est en cours. Est-ce que ce ne serait pas mieux, pardon, allez-y. La RLE est en cours et moi je préconiserais que, bon, qu'on la laisse... elle est déjà en cours, là, actuellement. Oui. La RLE. Et donc, je préconise de laisser le processus aller jusqu'au bout et demande aux parties prenantes, à ce moment-là, de se rapprocher de l'OGE, de l'organe de gestion des élections, pour trouver une solution idoine. Enfin, on dit la même chose, mais pas dans le même timing. Oui, c'est-à-dire que vous entendez, excusez-moi, juste une phrase. Voilà, non, je suis entièrement d'accord avec vous. La RLE est en cours, elle va se boucler dans quelques semaines seulement. Absolument. Aujourd'hui, une grande majorité de l'opposition, sur les dernières prises de parole, disent on souhaite un dialogue politique parce que, un, nous n'avons pas confiance à la CEI, deux, nous n'avons pas confiance à la liste électorale. C'est deux choses, c'est-à-dire qu'ils disent que l'organe, voilà, ils disent que l'organe est impartial, hein, et que la liste ne serait pas une bonne liste. On est d'accord, c'est les deux éléments. Ils ont demandé un audit. Voilà, ils ont demandé un audit. Bon, sur l'affaire de l'audit, c'est la confiance, encore une fois, l'affaire de l'audit. Donc, ce que moi je dis, je prends la parole, je récupère la parole aux sociologues et aux religieux qui sont passés avant nous. Certes, il y a la technicité de la chose, mais souvent la technicité ne suffit pas à créer le dialogue. Donc, il va falloir faire appel à la sagesse qui est au-delà de la technicité. La désinformation, c'est aussi un défi majeur. D'accord. Allez-y, M. Boyou. Oui, merci. Je voulais dire ici merci à la CEI qui fait confiance en notre organisation et qui nous a accrédités depuis des années. La RLE 2024 qui est en cours, si vous vous souvenez bien, c'est la RLE 2024-2025. Absolument. Oui, parce qu'elle est à cheval entre les 2 années. Elle est à cheval sur les 2 années. Très bien. Et même au dialogue politique, les gens ont recommandé que le système de parrainage citoyen soit revu. Et donc, quand en 2020, quand il s'est agi de l'élection du président de la République, dans le cas du système de parrainage citoyen, c'était un nouveau système qu'on a adopté dans notre système électoral. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait la liste provisoire. Et ils ont dit non, désormais, nous voulons la liste électorale définitive. Donc, la CEI est en train de faire l'affichage et le contentieux. Allons tous à l'affichage et le contentieux. Et ce que nous recherchons, parce que ce que la CEI est en train de faire, c'est plus qu'un audit, puisque c'est de l'affichage populaire, c'est de l'audit populaire, chacun vient et regarde, il coche, et celui qui n'est pas sur la liste, il cherche à ce qu'on appelle ça, on l'ajoute et tout. Et donc, moi, j'estime que parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le non-respect des lois et codes que nous-mêmes nous donnons librement, personne ne veut les respecter. D'accord. Personne ne veut les... C'est ça qui amène des crises. D'accord. Il y a la sagesse habite nos hommes politiques, qu'ils se retrouvent, qu'ils s'enferment, et ils vont nous faire sortir la fumée blanche. La désinformation, c'est aussi un défi majeur en cette période électorale, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on assiste à la montée des tensions politiques. Et comment il faut y faire face? Allez-y, M. Konan, ou ANEP.
Au niveau de la désinformation, ce qui fait un ajout nouveau... Et les tensions sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, ce qui fait un ajout nouveau à notre projet suivi relations et atténuation des risques de violences électorales. Cette année, il y a eu un autre volet qui a été ajouté, contrairement au président projet Imam 2015-2020 qu'on a eu à exécuter. Ce volet de désinformation est pris en compte par le projet Imam, où déjà, à travers le projet Imam, il y a un pool des personnes pour pouvoir traquer les fake news. Et il faut dire que le travail a commencé déjà. Le Wandep en partenariat avec d'autres médias en Côte d'Ivoire pour pouvoir lutter contre cette désinformation. Et lorsque les informations arrivent, ces personnes, ce pool de personnes qui ont été mis en place pour pouvoir vérifier les informations, font le fact-checking et font le retour pour pouvoir vérifier les faits. Et il faut aussi souligner que nos actions, il y aura la mise en place d'une salle de veille, la situation room, à la veille des élections, le jour et après. Et dans la chambre des veilles, il y aura le groupe de fact-checking qui seront là au jour du scrutin même pour traquer tous les fake news qui seront relayés sur les réseaux sociaux. Donc ce facteur a été pris en compte afin de minimiser les risques de violence, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les canaux de communication qui incitent rapidement sont les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc ce pool-là est mis en place pour pouvoir vraiment lutter même contre ces fake news qui vont faire surface. Et d'ailleurs, il y a eu déjà des cas même, des cas de vérification qui ont été faits. Est-ce que ceux-là, quand on sait qui ils sont, est-ce qu'ils sont traqués, arrêtés? Est-ce qu'ils sont interpellés? Les auteurs de fake news. Les auteurs de fake news, il y a des lois. La AK est là pour régulariser. La NP aussi, qui est là, et la PLCC également, est là, qui pourra vraiment traquer ces personnes qui diffusent ces fausses informations. D'accord. Comment vous, Wandep, concrètement, comment vos recommandations, vos rapports influencent-ils les autorités, les décisions des autorités? Au niveau de nos rapports, il faut dire que nous produisons des rapports. D'accord, mais comment ça peut... Rapports, à l'issue de nos rapports que nous produisons, nous émettons des recommandations. Et ces recommandations sont prises en compte. Par les autorités. Elles arrivent, ces recommandations, à influencer leurs décisions? Ils nous informent que vos rapports que vous produisez, les recommandations de vos rapports, nous prenons en compte ces recommandations. Et la raison, c'est parce que il n'y a pas de retour en fait sur vos recommandations. Sinon, vos recommandations sont prises en compte. Et pourtant, les propos... Sur vos recommandations pour amener nos différentes actions. Donc, les recommandations sont prises en compte et nous continuons d'émettre des recommandations lorsque nous produisons nos différents rapports. Donc, nos recommandations permettent vraiment d'orienter les actions gouvernementales. Et comment, docteur, allez. Juste par rapport à la désinformation, j'ai eu la chance hier d'aller représenter le CNDH au lancement de la semaine de la presse, qui a été initiée par l'Autorité nationale de la presse. Et le thème, c'était justement la société d'information et la liberté d'expression. Est-ce que cette liberté d'expression permet de dire tout ce qu'on veut? Je peux vous assurer, Hamza, que j'ai constaté, puisque le président Moussa Koné en parlait, mais le cadre juridique, Samba Koné en parlait, excusez-moi, le cadre juridique contraignant pour ceux qui font les fake news et tout ça, et les deepfakes, est très étoffé. Mais c'est ce qu'on voit. Les soi-disant influenceurs, je ne sais pas qui ils influencent, qui sont à des milliers de kilomètres, comment on fait pour mettre la main dessus quand ils peuvent même faire, comment je peux dire, mettre des mauvaises, enfin, influencer négativement des personnes vulnérables? On n'a pas encore trouver le système. Quand Wandep dit, bon, pour trouver les fake news avec l'intelligence artificielle et tout ça, mais il faudrait que ça soit une volonté politique de disséminer ça partout, parce qu'il y en a qui y croient encore. Au niveau du CNDH, nous-mêmes, on a mis un système en place, mais
quand c'est juste à des petites touches de pince, à petite échelle, est-ce que c'est efficace? C'est la question que... Alors, comment faire justement pour toucher efficacement les jeunes qui sont, eux, en première ligne de toute cette tension-là? Moi, je crois qu'à ce niveau, il aurait fallu faire assez de communication et d'information. Assez de communication. C'est un peu l'une de vos actions premières, majeures, non? La sensibilisation. Oui, la sensibilisation. Et pourtant? Mais nous voulons compter sur la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. La PLCC qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire pour traquer tous ces individus-là. Allez-y. Nous, on a des jeunes, Dieu merci, on a anticipé, on est sur le terrain. On a un jeune au niveau de la caravane d'éducation civique et électorale. On a un jeune qui a la formation de l'éducation aux médias, aux fake news, qui a une super présentation que vous pourrez inviter ici. C'est le champion. Et donc, régulièrement, partout où nous passons, il forme les jeunes, il leur donne les moyens de pouvoir eux-mêmes se débrouiller à leur propre niveau. Ça, c'est la première étape de formation de ce que nous produisons avec ce jeune qui est au niveau de l'ONG La Garde Citoyenne. Et le deuxième point, c'est que quand nous avons fini la formation, nous disséminons des points de retour, c'est-à-dire des messageries cryptées comme WhatsApp et tout, pour que, avant que ça n'arrive chez l'État et l'institution étatique, chaque fois qu'il y a possibilité que ces jeunes-là nous reviennent et que lui, il fasse les premières recherches, parce que les recherches de fake news ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est ça. Donc, il fait la formation, il fait la sensibilisation, il fait l'information sur notre passage d'éducation civique électorale. Et en retour, on a des numéros verts, c'est comme ça on les appelle, où systématiquement, 24 heures sur 24, tous ceux qui ont des problèmes nous le ramènent. Et puis le PLCC aussi, à plusieurs reprises, on a pris contact avec le PLCC et on diffuse. Voilà un peu en temps réel ce que nous faisons. Et il faut le dire, il faut rappeler que depuis ce mois-là, mars 2025, vous, Civis, vous avez lancé en collaboration donc avec d'autres organisations cette caravane d'éducation, la Garde Citoyenne, cette caravane dont vous parlez, la caravane d'éducation civique et électorale qui vise donc à renforcer les capacités des citoyens, en particulier des jeunes, sur le processus électoral. L'initiative prévoit de visiter une dizaine de villes pour sensibiliser les citoyens à leur rôle décisif dans le processus démocratique et les encourager à s'engager activement pour des élections apaisées. Alors, par la connaissance, s'il vous plaît. C'est-à-dire que les élections apaisées que nous voulons, il faut que la connaissance suive. C'est pour cela qu'on a décidé que l'arme des jeunes aujourd'hui, ces élections 2025, c'est le code électoral et la constitution ivoirienne. Chaque jeune doit l'avoir. S'ils ne l'ont pas, qu'ils demandent, on va les fournir physiquement ou numériquement. D'accord. C'est donc ce que vous faites pour encourager les jeunes à un vote massif en 2025. Les Ivoiriens... Je voulais rebondir un peu sur les rumeurs et les fake news, parce que la société civile, les leaders de la société civile, même avant d'aller sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation, ces leaders eux-mêmes doivent être formés. Et donc nous sortons d'une séance de formation à Yamoussoukro qui a duré près de 3 jours, où il y a eu un formateur qualifié, Christophe est là. Nous avons eu la formation sur les rumeurs, sur les fake news, et donc comment il faut chercher à les traquer. Donc nous, à notre retour, nous sommes en train de former certains jeunes pour les envoyer à l'intérieur du pays. Et il faut dire... prendre à leurs camarades, entre eux les jeunes, la communication passe très vite. C'est ça. Prendre que, attention, il y a danger. Celui qui s'amuse à faire des rumeurs et qui forme des troubles à l'ordre public peut être très sanctionné, voire même... Vous, à celle-ci, vous participez activement à la sensibilisation, à l'observation des élections pour garantir un climat apaisé. Vous avez récemment pris part à plusieurs rencontres stratégiques, notamment une conférence sur le parrainage citoyen, un séminaire sur la paix sociale en période électorale. Et vous avez aussi assisté à la remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques et à la société civile. À travers vos engagements, vous exprimez votre souci de préserver la stabilité et la transparence de l'élection. Comment rassurer les Ivoiriens face à tous ceux à quoi on assiste aujourd'hui? Comment rassurer les Ivoiriens? C'est vrai, c'est une vraie question. Nous, déjà, au CNDH, on part du principe que dès que
le respect des droits de l'homme est au cœur du processus électoral, on pense qu'il n'y aura rien. Vous comprenez? Dès l'instant où ma liberté s'arrête, où la vôtre commence, il y a ce respect-là. Et donc nous, on va même plus loin. On a mis en place les clubs des droits de l'homme dans toutes les écoles. Ça, c'est très bien, Dr Kodjo, sauf qu'en période électorale, ils sont nombreux, ceux qui n'ont plus d'oreilles, qui n'entendent plus ces choses-là. Ben, contrairement à ce que vous pensez, on s'appuie aussi sur les blogueurs, on les forme en droits de l'homme. On forme même nos forces de défense. Parce que vous savez qu'en période électorale, les femmes même ont peur des corps habillés. On les forme. On a un partenariat avec les forces de défense et de sécurité. On a même des instruments. On a édité des documents sur le respect des droits de l'homme. Et on se dit qu'un peuple qui respecte les droits fondamentaux est un peuple qui va à la paix. Mais vous avez posé une question tout à l'heure, comment contraindre les hommes politiques à aller... Mais est-ce qu'on peut les contraindre? C'est d'appeler à leur conscience aussi. C'est leur pays. C'est ce que je peux dire. C'est d'appeler à leur conscience. Les jeunes Ivoiriens veulent aller à la paix. Hein. Tout le monde a peur de se retrouver comme en 2010 ou en 2000. On a tous peur. On joue à se faire peur. Respectons nos droits fondamentaux. Respectons la dignité humaine. Mettons le processus, le caractère sacré de la vie humaine au cœur de notre processus électoral. Au CNDH, comment vous arrivez à faire l'équilibre justement entre la sécurité des populations et le respect des droits humains, des droits de l'homme? C'est ce que je vous disais. On a eu cette idée géniale de faire un partenariat avec les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, que ce soit les gendarmes, que ce soit la police, mais vraiment toutes les forces, hein, et nous les formons. Je peux vous dire que ça impacte dans chaque ministère. On va mettre, comme on a fait pour le genre. Ces forces armées donc vont vous les former à rester neutres pendant la période électorale. Et à défendre le respect des droits de l'homme. Si quelqu'un a ses droits violés, ils vont réagir parce qu'ils savent que c'est des droits qui ont été violés, ce qu'ils ne savaient pas forcément avant. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Hein. C'est ce qu'on fait. Et on se dit que les acteurs politiques désireux de gouverner notre pays doivent avoir une stratégie telle qu'ils nous prouvent le respect de la sacralité de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est ça. Parce que quelqu'un qui veut être député et qui se moque pas mal de sa population, mais quelqu'un qui respecte, qui sait que la vie est sacrée et qui ne va pas marcher sur des cadavres pour être député ou président. Comment rassurer la population? Oui. C'est ça. Le CNDH dit que dès que le respect des droits de l'homme est au cœur du processus, on devrait effectivement obtenir des élections apaisées. Effectivement, nous, on récupère... Tout est lié. Hein. Voilà. Pour qu'on ait des élections apaisées, il faut le respect des droits humains. Pour qu'on ait le respect des droits de l'homme, il faut quelque chose d'autre. Il faut parler... Allez-y. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que dès que la formation est finie, parce que par le passé, j'ai été formé là-bas. Oui, c'est vrai. J'ai même été formateur là-bas aussi. C'est vrai aussi. Et aujourd'hui, nous récupérons toutes ces connaissances-là et nous la versons dans les mains des populations. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes auprès des populations. Les 31 régions de Côte d'Ivoire, nous avons des points focaux. Les 201 municipalités, nous avons des points focaux et nous essayons d'atteindre le maximum de points focaux par région et par municipalité. C'est ce que nous faisons pour qu'à chaque instant en Côte d'Ivoire, on puisse à l'instant T, quand il se passe quelque chose, d'avoir la réponse juridique d'abord, la réponse institutionnelle et ensuite pouvoir agir. Donc, le CNDH a le portefeuille, je dirais, des droits de l'homme. Oui. Nous allons sur le terrain pour rassurer les populations
qu'avec ces droits-là, c'est possible. Mais c'est une autre façon de gouverner aussi. Actuellement, quand nous allons sur les populations, nous négocions un peu un changement de paradigme. Parce que c'était pas ça avant. Tout à l'heure, quelqu'un a dit dans le reportage qu'on n'entend plus les patrons, les présidents des organisations des droits de l'homme dire non sur la table comme ça se faisait. On dit qu'ils ont rejoint les partis politiques. Voilà, comme s'ils ont rejoint les partis politiques ou même le gouvernement. Ce n'est pas ça. Le système a changé. Aujourd'hui, il y a des pans de la gestion publique qui est remise à la société civile. Il y a des pans de gestion que le gouvernement décide de nous donner pour le faire. Par exemple, le suivi et évaluation des politiques publiques. Il y a une loi spéciale, on dit c'est la société civile qui va le faire. Donc, à partir du moment où on est co-responsable de la gestion du pays, je pense qu'à ce stade-là, notre responsabilité étant engagée sur le terrain. Donc, nous, aujourd'hui, je conclus en disant aux populations, rassurez-les. Rassurez que les populations devraient premièrement s'attacher à ce qui est, c'est-à-dire le droit. Nous sommes en République, le premier recours, c'est le droit, le savoir. Deuxième étape, s'ils ne le savent pas, qu'ils se rapprochent. Le CRDH est dans toutes les régions. Oui, le CRDH est dans toutes les régions. À travers le CRDH, ils peuvent joindre à celle-ci, ils peuvent joindre WANEP, ils peuvent joindre Civis Côte d'Ivoire, ils peuvent joindre la Garde citoyenne, toutes les ONG. Aujourd'hui, mon appel serait de dire aux populations, dans votre ville où vous êtes, dans le petit village, Koulibaly du Hambol, tu fais du bon travail, appelle tes gars dès demain, donnez-leur l'information qu'ils se rendent dans les différents CRDH, prendre les numéros des ONG et se rapprocher des ONG pour qu'ensemble, citoyens, on puisse sauver ce pays si tel est que une autre partie sociale du pays ne veut pas le faire. Dans tous les cas, si les tensions ne baissent pas, l'élection baisse. Justement, parce que si les hommes politiques, si les tensions ne s'arrêtent pas, les électeurs, eux, auront peur et même on peut craindre un taux d'abstention vraiment élevé aux élections. Comment garantir la sécurité des électeurs eux-mêmes pendant la période électorale? Pour la formation. Parce que l'État, quand même, il ne faut pas toujours jeter... Le bébé et l'eau du bébé. Le bébé et l'eau du bébé. L'État, c'est-à-dire c'est un processus qui est hyper sécurisé. Nos forces de défense, ils vont sécuriser les sites où il y a les... Je vous donne même l'information qu'à Yamoussoukro, justement, on était avec la gendarmerie et un général de la police. Avant, ça ne se faisait pas. Oui, mais... Avant, ça ne se faisait pas. Donc, M. Hamza, ce que nous voulons dire... si tu permets. Merci. Donc, l'État a fait un gros effort. Tous les sites seront sécurisés. Je vous donne un exemple. Une année, il y a eu des élections et puis après, on a dû les reprendre à Divo. Oui. Et quand on les a reprises, on s'est rendu compte... Donc, on fouillait tous les électeurs qui rentraient. Couteaux, pistolets automatiques. Ah oui. Machette. Ah non, machette et tout, hein. Et je crois que c'est à partir de là que l'État a décidé. L'élection du président est une élection qui sera très bien sécurisée. Et ça, il faut le dire aux populations, de ne pas avoir peur. On leur demande une forme de résilience, de ne pas écouter les sirènes des hommes politiques qui les poussent à être des chars à canon. On leur demande d'aller voter en toute tranquillité. Parce que quand tu rentres dans le site, là, il y a des gendarmes, il y a des policiers qui connaissent les droits de l'homme et qui vont vous sécuriser. Allez-y. Alors, pour rassurer les Ivoiriens, nous rassurons les Ivoiriens. Parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a un nouveau mécanisme, une nouvelle doctrine qu'on appelle donc la police de proximité. C'est ça. Ou même la gendarmerie de contact qui met au cœur du citoyen les actions, qui met donc au cœur du citoyen la valorisation des droits du citoyen. Et donc, à partir de cet instant, la police et la gendarmerie donc, exhortent les populations. Donc, c'est une collaboration population, force de l'ordre pour coproduire la sécurité. Et donc, les dénonciations. Parce que quand on va voir des mouvements suspects, vous venez faire des troubles à l'ordre public, des mouvements suspects, il faudrait que les populations n'aient pas peur de dénoncer. Ces populations-là sont protégées, il y a des lois qui sont prises et la gendarmerie et la police, tout ça, sont prêts à encadrer. Aujourd'hui, quand vous circulez, vous vous rendez compte que les policiers ne sont plus armés parce que ce n'est plus trop, qu'on appelle ça... la police de répression. Mais c'est la police de discussion, accompagnement.
de compagnons, la police qu'on appelle ça de protection. D'accord. Qu'on appelle ça la police de protection, voilà. Ça a toujours été son... Oui. C'est toujours ça. On va y aller avec les questions des téléspectateurs. Quelles initiatives mettez-vous en place pour lutter contre la manipulation? C'est 4 questions, vous êtes 4, hein, pour aller vite. Quelles initiatives mettez-vous en place pour lutter contre la manipulation et l'instrumentalisation des électeurs vulnérables? Ça, on va l'adresser au WANEP. Deuxième question de Kwabran Nyama Elvis, c'est la société civile a les moyens nécessaires pour couvrir toute l'étendue du territoire afin de dénoncer tous les incidents dans certaines zones reculées, parce qu'on a l'impression que la société civile est focalisée sur les grandes villes du pays. Cette question, on l'adresse à Dr Kwame de Civis Côte d'Ivoire. Et puis Kwasi Yassoua dit, sachant que ce sont les partis politiques qui enveniment la situation par des propos incendiaires et qui donnent les mots d'ordre à leurs militants, que font les OSC pour agir sur ces partis politiques en amont en vue d'apaiser les tensions? Le CNDH va y répondre. Et puis, M. Boyou va répondre à la question de Alfred Binet. Comment la société civile peut contribuer à une élection apaisée alors que les acteurs politiques n'inspirent pas confiance? C'est vrai qu'il y a certaines questions auxquelles on a déjà répondu, mais 30 questions, 30 secondes à chacun d'entre vous pour y aller. Allez-y, M. Conan, en premier. Pour la première question, quelle initiative lutter contre les manipulations des électeurs? Il faut dire qu'au niveau de WANEP, déjà, nous avons nos moniteurs communautaires qui sont déjà dans les communautés, et y compris des moniteurs communautaires relais. Plus de 250 moniteurs relais qui sont déjà dans la communauté, qui déjà portent la voix du WANEP dans la communauté, qui mènent déjà des actions de sensibilisation et aussi de bonnes informations. Et pour vraiment rassurer, pour éviter cette manipulation, il y aura la formation des acteurs de la société civile sur la gestion des conflits électoraux. Donc pour nous, c'est de continuer les actions de sensibilisation sur le terrain afin que ces électeurs-là puissent avoir les bonnes informations et de se tourner vers les institutions habilitées à pouvoir répondre à certains noms de leurs préoccupations. D'accord. Monsieur Kwame, docteur Kwame Christophe, Civis Côte d'Ivoire. Nous avons une architecture pyramidale que nous avons mise en place avec vraiment un certain nombre de bénévoles, comme je l'ai dit, dans les 31 régions, où les bénévoles ne font que grossir année après année. Par exemple, la tournée que nous sommes en train de faire, Bouaké, nous ne sommes pas déplacés. Il y a déjà des bénévoles et membres actifs, membres fondateurs même d'ailleurs à Bouaké, qui sont en train de préparer la tournée San Pedro. Donc, ce que nous disons aux Ivoiriens pour les rassurer, c'est d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se rapprocher du CRDH, Conseil régional des droits de l'homme, dont les représentants ont les informations sur toutes les ONG de Côte d'Ivoire pour qu'à partir de là, ils puissent directement donner l'information sur si c'est leur sécurité, si c'est leur empêchement à faire leur meeting et ainsi de suite pour que ces incidents-là soient relayés. Donc, toutes les régions ont des représentants, ont des bénévoles. Toutes les municipalités ont des bénévoles. Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés aux 8000 villages. Mais je pense que déjà, là, ça suffit. Rien qu'avec WhatsApp, on peut régler le problème, je dirais, en 1 minute. Même si tout le monde n'a pas WhatsApp. Bon, allez-y, monsieur Boyou. Tous les villages qu'on a, vraiment pour vous dire, non, juste... Ils ont tous WhatsApp dans tous les villages. Les petits villages que nous avons vus, je n'ai pas encore vu un petit village de Côte d'Ivoire qui n'a pas WhatsApp. Donc là encore, dans le débat que je... S'il vous plaît, voilà. Donc le débat tout à l'heure des programmes et des projets de société, là, il va falloir encore voir avec les hommes politiques parce que la couverture, déjà, est presque à 100%. Allez-y, monsieur Boyou. À mon tour, je dirais simplement que le vote n'est pas... Vous répondez à la question, là. Hein? Oui, bien sûr. Allez-y. Le vote n'est pas obligatoire. Le vote n'est pas obligatoire. Et donc, si vous refusez de participer au vote, il faut éviter de faire des empêchements de vote également. C'est en cela que nous voulons rappeler aux hommes politiques que lorsqu'ils font
comme on appelle, de la formation et de la sensibilisation qui fassent bien comprendre à leurs militants que lorsque vous n'avez pas l'envie d'aller aux urnes, vous n'avez pas l'envie d'aller voter, il vaut mieux s'abstenir. Et de ne pas empêcher les autres. Et de ne pas empêcher les autres. Docteur Kodjo. Et puis, les partis politiques. Vous aurez un mot. Chacun va dire 2 mots. Recommandations, partis politiques et il nous reste 1 minute. Hein, donc, vous allez diviser la minute en 4. Mais allez-y, docteur. Rapidement, alors nous, on a un mécanisme conjoint, CNDH, partis politiques. Et de façon constante, on les reçoit tous les 2 mois, les différents partis politiques. Hein. On fait des panels, on discute avec eux, on essaie de leur inculquer le fait de désarmer leur agressivité, de désarmer. On n'a pas de moyen de les contraindre, mais nous pensons qu'avec la formation, la sensibilisation aux droits de l'homme, nous pensons arriver à ça. Et puis, les jeunes gens, la population ivoirienne est résiliente. Mais comme disait Boyou, le vote n'est pas obligatoire. Donc, si vous nous maltraitez, vous nous poussez à nous battre, mais il va arriver un moment donné où la population ne va même plus sortir. Donc, vos recommandations aux citoyens, aux partis politiques et aux institutions. Allez-y, docteur Kwame, 15 secondes. Je demande à toutes les institutions au plus haut niveau, celles qui participent activement dans ces élections présidentielles comme le Conseil constitutionnel, la CEI, vraiment d'être à l'écoute du pays en ajoutant un sel de patriotisme. Aux partis et groupements politiques, dire que les élections, certes, c'est un grand enjeu, mais cela devrait être un jeu de partage de celui que nous allons prendre qui va rendre heureux les citoyens. Voilà un peu ce que je peux dire aux partis. Monsieur Konan, Yves Konan. Au niveau des recommandations, au niveau des citoyens, je dirais qu'ils vraiment adoptent un comportement citoyen et démocratique, voilà. Et aussi aux partis politiques, c'est de vraiment utiliser les voies et moyens, les recours adéquats pour pouvoir vraiment porter leurs revendications. Et aussi aux institutions, c'est de vraiment tenir compte aussi des recommandations des OSC, y compris également des partis politiques. Et j'aimerais aussi ajouter de songer dans l'avenir, comme le Ghana, où il y a un groupe qui est mis en place, constitué des acteurs de la société civile, de l'opposition, des partis au pouvoir, qui se réunissent chaque mois pour discuter des questions, pour pouvoir s'entendre sur le processus. C'est ça fait qu'on pourrait éviter... Merci, monsieur Konan. Allez-y, monsieur Boyou. La population. Je voudrais m'adresser aux partis politiques. Nous ne sommes pas en compétition avec les partis politiques. Nous œuvrons tous, quel que soit notre niveau, pour le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais en ce qui nous concerne à celle-ci, nous nous en remettons au président de la République. C'est lui le chef de famille. S'il voit que sa maison est en train de vaciller, c'est à lui de prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait la paix. Merci, M. Boyou. Dr Kodjo. Nous, aux citoyens, c'est d'aller exercer leur droit de vote. Aucune voix n'est supérieure à l'autre. Aux partis politiques, c'est de s'engager en faveur des élections apaisées, des élections qui respectent les droits de l'homme. Et puis, il y a des institutions aussi, je vais terminer là, je l'ai noté, sans les nommer, de recommander à l'ensemble des institutions impliquées dans la chaîne de valeur des élections de continuer d'agir conformément aux droits, tout en ayant comme boussole la préservation du droit sacré à la vie. On arrive donc au terme de ce débat passionnant. Ce soir, une chose est claire, la société civile ne peut être un simple spectateur du processus électoral. Son engagement à travers la sensibilisation, la médiation et l'alerte précoce est un levier essentiel pour prévenir les tensions et garantir une élection sans violence. Mais au-delà des bonnes intentions, c'est un véritable défi qui se pose. Comment transformer ces engagements en actions concrètes et efficaces d'ici la présidentielle? La balle est donc désormais dans le camp des organisations, mais aussi des citoyens et des autorités pour favoriser un climat électoral apaisé. Merci à vous donc, chers invités. Merci d'avoir pu effectuer le déplacement pour vos éclairages et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Le débat politique revient très vite sur RTI 1. D'ici là, restons engagés pour une démocratie apaisée. Merci.